Nous sommes en été 95. Alors que la plupart des adolescents profitent des vacances pour s'amuser, un certain lycéen est cloîtré chez lui et préfère exploiter ce temps pour participer à un concours du Shonen Jump. Après avoir fini, il envoie son one-shot et attend désespérément une réponse. Un mois s'écoule, puis deux, puis trois, mais toujours rien. Malheureusement, cet aspirant mangaka comme tant d'autres va devoir renoncer à son rêve. Mais un jour d'hiver de la même année, le téléphone du jeune garçon sonne. C'est Monsieur Asada, un éditeur du Shonen Jump, qui l'appelle. Allô? Bonjour? Bonjour monsieur, j'ai le regret de vous informer que votre candidature au concours n'a pas été sélectionnée. Cependant, je vous encourage vivement à soumettre un nouveau one-shot. C'est bon signe, même s'il n'a pas gagné, si on lui réclame un autre one-shot, ça veut dire qu'il a passé la première étape. C'est avec cette nouvelle flamme de détermination qu'il se lance dans l'écriture de son second one-shot. Il ne le sait pas encore, mais 5 ans plus tard, ce mangaka en herbe créera l'un des mangas les plus influents des années 2000. Rival d'Oda et de Kishimoto, aujourd'hui je vais vous parler d'un mangaka assez controversé, génie incontesté pour certains, fraude absolue pour d'autres. Nous allons voir l'ascension, puis le déclin du mangaka le plus prometteur de sa génération. Voici l'histoire de Taito Kubo. C'est dans la ville de Fuchu, au Japon, que naît Noriaki Kubo le 26 juin 1977. Taito Kubo étant son nom de plume. Comme tous les enfants, Kubo adore dessiner. Il s'amuse à dessiner Narukabe de Kitaro ou Muscleman du manga éponyme. Dès son plus jeune âge, il aime créer des choses. En fait, il est tellement bon qu'il est connu dans son école comme le dessinateur. Mais quelque chose que Kubo apprécie encore plus que le dessin, c'est les mangas. Sa chambre en est remplie, notamment du manga Dragon Ball et Gegege no Kitaro. Pour vous résumer brièvement, c'est l'histoire de Kitaro, un jeune yokai dont la mission est de protéger les humains des yokai malveillants afin de conserver l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits. Malgré l'amour de Kubo pour Gegege no Kitaro, l'œuvre qui lui donne la passion du manga, c'est Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque pour les vieux qui regardent. Saint Seiya, c'est l'histoire de jeunes guerriers appelés chevaliers, qui protègent la réincarnation de la déesse Athéna contre les autres dieux de l'Olympe. Chaque chevalier porte une armure sacrée inspirée d'une constellation et possède des pouvoirs cosmiques. On a des armures extravagantes, des armes originales, et c'est cette créativité qui émerveille Kubo. Après avoir été totalement happé dans l'univers de Saint Seiya, c'est à ce moment-là qu'il se dit « Je veux devenir mangaka ». 10 années s'écoulent et Kubo a maintenant 18 ans. On pourrait penser que ce rêve de mangaka n'était que les fantaisies d'un enfant, mais pas le moins du monde. Kubo est toujours aussi déterminé. L'architecture et le design l'intéressent bien, mais ce qu'il veut, c'est être mangaka. Lorsqu'il apprend que le Shonen Jump organise un concours de manga, il saute sur l'occasion. Ce sont les vacances d'été de l'année 95, ce qui lui laisse tout le temps de peaufiner son premier manga. Alors il griffonne le papier, il gomme, il recommence, encore et encore. Après avoir fini d'écrire quelque chose dont il est fier, il envoie son one-shot à la Shueisha et attend désespérément une réponse. Quelques mois s'écoulent, et c'est en hiver, alors qu'il avait perdu tout espoir, qu'il reçoit un appel inattendu. C'est Monsieur Asada, un éditeur du Jump, qui est à l'appareil. Bien qu'il n'ait pas été sélectionné, il lui demande quand même d'écrire un second one-shot. C'est une très bonne nouvelle, ça sous-entend qu'il a du potentiel. Malheureusement, on est en décembre, et Kubo doit déjà commencer à se préparer pour les examens finaux du lycée. Il lui demande s'il peut lui envoyer le one-shot une fois diplômé, ce que Monsieur Asada accepte. Une fois le diplôme en poche, comme promis, Kubo reprend son projet avec une détermination d'acier. C'est de cette manière qu'il crée son second one-shot, Ultra Unholy Hearted Machine. C'est son travail le plus ancien dont on a la trace. L'histoire? Me demandez pas, moi-même je suis pas sûr d'avoir bien compris. En gros, on suit l'histoire de Beinart, un mercenaire qu'on appelle Deleter, dont la mission est de supprimer des gens ou des bâtiments. Il est accompagné de son partenaire Tina Tina, qui est une androïde, et on suit leur aventure. C'est assez basique. On pourrait même dire que ce scénario ne casse pas trois pattes à un canard. Mais de toute façon, même Kubo a avoué qu'à ce moment-là, il écrivait surtout ce qui lui passait par la tête. Ce one-shot est donc publié à la fin du Shonen Jump. Ce système est le meilleur moyen pour tester le potentiel d'une série. Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, est passé par là avec ce one-shot. En effet, c'est après le succès de JJK 0 que JJK fut publié hebdomadairement. Ouais, je sais, JJK c'est arrivé bien après Bleach. Mais lâcher ma veste, c'était le seul exemple que j'avais sous la main. Tout ça pour dire que l'épreuve du one-shot n'est pas à prendre à la légère. C'est le ticket d'entrée pour se faire publier hebdomadairement. Malheureusement, ce one-shot passe totalement inaperçu. Malgré cet échec, Kubo essaie de rester constant dans son travail, même si en tant qu'auteur débutant, il est toujours dans une phase d'erreur et d'apprentissage. Il écrit des one-shots, il essaie toujours de se dépasser, mais ça ne prend toujours pas, malgré de multiples tentatives. Mais le tournant se produit lorsque son manga Zombie Powder est publié hebdomadairement dans le Shonen Jump. Yama Akutabi, un guerrier solitaire armé d'une épée géante et d'un bras en métal, parcourt le désert avec John Elwood à la recherche des 12 anneaux de mort pour obtenir la vie éternelle, affrontant ensemble divers ennemis. Ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un ça.
Vous l'avez aussi remarqué, c'est super cliché. On dirait qu'il a coché toutes les cases de l'histoire bateau. Évidemment, le manga ne convainc pas le public. Et ça se fait annuler au bout de 4 tomes. Mais c'est une très bonne chose, parce que ce manga a permis à Kubo de voir ses faiblesses en tant que mangaka. Monsieur Asada, son éditeur, le sent. Kubo a fait d'énormes progrès. Il a maintenant le potentiel de faire quelque chose De grandiose. Il lui demande alors de créer un manga qui pourra être publié hebdomadairement. C'est avec cet objectif que Kubo entreprend de créer un nouveau manga. Un manga qui va tout changer. Ça, c'est le tout premier personnage de Bleach que Kubo a créé. Ouais, on peut considérer ça comme la version bêta de Rukia. Quand il a dessiné Rukia, même s'il n'avait pas toute l'histoire de Bleach en tête, il savait qu'elle serait un Shinigami. Ichigo Kurosaki a la particularité de voir les fantômes. Cela l'amène à rencontrer Rukia Kuchiki, un Shinigami qui combat un holo. Le déroulement du combat amène Rukia à confier ses pouvoirs à Ichigo, qui devient alors lui-même un Shinigami. C'est maintenant sa mission de protéger la vie des holos. Ça y est, Bleach est né, ou du moins, son prototype est né. Pour la première fois, ce one-shot tape dans l'œil des lecteurs. Bleach a le droit d'être publié hebdomadairement. C'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Certains mangas gèrent assez mal la transition one-shot publication hebdomadaire, et Bleach en fait malheureusement partie. Le tout premier arc de Bleach, du Shinigami remplaçant, malgré l'originalité, ne convainc pas vraiment les japonais. Disons que c'est une partie assez étrange de vie. Ichigo doit apprendre à jongler entre sa vie de lycéen et son nouveau rôle de Shinigami. Les classements étaient assez inconstants. Malgré tout, il ne faut pas sous-estimer Kubo. Dès 2003, le manga commence une percée dans les classements. À l'époque, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter et plein d'autres mangas incroyables étaient en pleine parution. Alors rentrer dans le top 10 des meilleures ventes de la Shueisha est un sacré tour de force. Petit à petit, le manga va grappiller des ventes jusqu'à atteindre la 5e place en 2006. La même année, Viz Media licencie l'anime, ce qui permet de le faire découvrir au grand public sur les chaînes de télévision. À son apogée, Bleach fera de meilleures audiences que Naruto et One Piece. C'est à partir de cette période, 2006 environ, que le terme Big Three va émerger des forums. Ça désignait Naruto, One Piece, Bleach et c'est tout. Les internautes ont créé le terme parce que c'était les shonen les plus influents de l'époque, en Occident. Même si au Japon, la réalité était tout autre. Disons qu'au Japon par exemple, Hunter x Hunter vendait bien plus que Bleach au Japon. Mais étant donné que Hunter x Hunter à l'époque, ce n'était pas aussi connu que Bleach aux États-Unis, c'est Bleach qui fut intégré dans le Big Three. Pourquoi est-ce que Bleach a cartonné ? Ichigo est un ovni. Il se détache de la plupart des protagonistes de l'époque. Dans les années 2000, le type de protagoniste le plus courant, c'est le personnage en quête de reconnaissance qui veut prouver sa valeur aux autres. A contrario, Ichigo n'est pas un héros qui provoque l'histoire. C'est plutôt le genre de personnage à subir l'intrigue. Cet élément a créé une véritable fissure, à un tel point qu'à une époque, Bleach s'est vivement fait critiquer pour ça. On considérait qu'Ichigo était un mauvais protagoniste parce qu'il n'avait pas d'objectif défini. Tout au long de l'histoire, Ichigo poursuivra une quête d'identité, ce qui rend son évolution plutôt intéressante. L'univers de Bleach se distingue également par sa grande nuance. Il n'y a pas vraiment de méchants. Même les holos, qui sont les créatures que Ichigo combat, ne sont que des âmes en attente d'être purifiées. Durant l'arc Soul Society, les capitaines ne sont pas vraiment les vilains, mais les antagonistes. Les antagonistes se distinguent parce que leurs idéaux s'opposent à celui du protagoniste, tandis que le vilain est juste méchant. Mais là, les capitaines, ils ne sont pas méchants. Ils agissent à contre-cœur, mais eux-mêmes sont conscients de l'absurdité de la situation. On veut que les héros triomphent, mais on ne veut pas la mort des capitaines non plus, parce que Kubo a pu suffisamment les humaniser. Créer un tel sentiment a rendu les personnages mémorables. C'est pour ça que cet arc est le plus apprécié. L'univers ultra codifié apporte de la fraîcheur. Que ce soit les armes ultra extravagantes, les uniformes, ou même le Wekumundo, on sent un véritable travail pour créer un univers cohérent. Mais l'élément le plus important qui a contribué au succès de Bleach, c'est le fait que ça reprend une recette qui a déjà fait ses preuves. L'arc Soul Society suit la même structure que l'arc du Sanctuaire dans Saint Seiya, qui avait déjà cartonné à l'époque. Ses détracteurs lui reprocheront cet élément, mais aucune histoire n'est créée ex nihilo. Kubo a su suffisamment se différencier pour créer un arc intéressant. Quoi qu'il en soit, le manga atteint son apogée pendant l'arc Wekumundo, en vendant 6 millions d'exemplaires en une année. Le manga n'a jamais autant vendu que durant cette période. Mais paradoxalement, ceci marqua le début de la fin. Pour comprendre la suite, il faut un peu de contexte. L'arc Wekumundo est vraiment un gros morceau. L'arc dure depuis près de 4 ans, et les fans attendent impatiemment la fin. Lorsque le chapitre 423, qui correspond à la fin de l'arc, est publié, les réactions sont terribles. Les gens sont déçus. Si beaucoup de reproches sont faits à Kubo, une critique revient sans cesse. L'absence de mort. Les gens s'attendaient à une véritable guerre, mais en près de 4 ans, personne n'est mort. Ichigo a bien renoncé à ses pouvoirs, mais les gens restent amers. Cette fois, c'est mon hypothèse. Mais l'arc Wekumundo était contemporain à l'arc Pain ainsi que l'arc Marineford,
qui sont des arcs incroyables, où les protagonistes perdent des figures très chères à leurs yeux. Le fait que dans le gros arc de Bleach, Ichigo n'ait perdu personne, en a frustré beaucoup. Suite à cela, Bleach perdit une partie de son lectorat. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver par la suite. Après l'arc Kwekumundo, Kubo calme le jeu avec l'arc Fullbring, une partie où Ichigo doit récupérer ses pouvoirs de Shinigami. C'était dans la même veine que l'arc du début, c'est-à-dire tranche de vie. Mais les gens ne sont pas séduits et les ventes du manga dégringolent un peu plus. Mais rien ne fut plus destructeur que le dernier clou dans le cercueil de Bleach. Le comité de production décida d'annuler l'anime de Bleach après l'arc Fullbring. Pour la petite anecdote, c'est Rock Lee SD qui a remplacé Bleach après son annulation. Voilà, faites ce que vous voulez de l'info. Encore à ce jour, les raisons restent floues. C'est vrai qu'à la fin, l'anime était très mal noté, mais les ventes du manga étaient correctes, même si ce n'était pas extraordinaire. Peu importe les raisons, cette série de mauvaises décisions marqua le début d'une traversée du désert. Juste l'arrêt de l'anime divisa par deux les ventes du manga, passant de 4 millions à 2 millions par an. Alors que Naruto et Bleach avaient des produits dérivés, des jeux vidéo, des pièces de théâtre, Bleach n'avait rien pour communiquer. C'est comme s'il n'existait pas, ce qui accentua le déclin des ventes. Une chose en entraînant une autre, après la fin controversée de l'arc Kwekumundo, l'annulation de l'anime et les ventes en chute libre, Bleach va peu à peu perdre son aura de manga légendaire. Il se fera railler durant une phase que j'appelle le Bleach bashing, une période où le manga se fera moquer de partout. On a des vidéos qui tirent sur l'ambulance, des mèmes, des threads Twitter, on a tout. D'ailleurs, j'ai une confidence à vous faire. J'y ai un peu participé, mais je promets que c'était seulement par légitime défense. Quand on disait Bleach supérieur à Naruto, j'étais obligé d'intervenir. Malgré tout ça, Kubo garde un petit cocon de fans fidèles et il réussit à plafonner à environ 2 millions de ventes. Pour vous donner une idée, c'était 18ème du classement, ce qui est honorable pour un manga sans animé. Toutefois, cette période n'était vraiment pas facile pour Kubo. Malgré le début de l'arc Quincy, les ventes restent inchangées. C'est comme si la fin de l'arc Kwekumundo suffisait aux gens. À côté, sa santé se dégradait. La vie de mangaka n'est pas facile et passer plus d'une décennie à dessiner a usé son corps. Il se sentait mal. Kubo est exigeant avec lui-même. Il n'appréciait pas la sensation de délivrer un manga dont il n'était pas satisfait. Il hésitait encore sur la manière dont il allait conclure son manga. Faut-il suivre à la fin qu'il avait prévue? Faut-il donner aux fans ce qu'ils veulent? Ces questions l'empêchaient de dormir. En bref, il n'était pas heureux. Pourtant, ça a toujours été son rêve d'être mangaka. Est-ce que sa passion n'était devenue qu'un métier? Mais tout changea lorsqu'il reçut une lettre. Elle provenait d'un enfant gravement malade. Son traitement n'était plus efficace et sa maladie était incurable. Cet enfant savait que ses jours étaient comptés. La seule chose qui lui donnait envie de penser à demain, c'est lire Bleach, lorsqu'il attendait impatiemment la sortie du prochain volume. La lettre se conclut avec cette phrase. Kubo-sensei, je vous fais une ultime demande. Dessinez Bleach comme vous le souhaitez, jusqu'à sa conclusion. C'est ça l'histoire que je veux lire. Cette lettre eut l'effet d'un électrochoc et rappela à Kubo pourquoi il avait voulu devenir mangaka. Il conclura Bleach comme il l'avait prévu, même si cela ne plaît pas au lecteur. Certes, pour des raisons de santé, il doit écourter son manga, mais il conclura Bleach comme il l'avait prévu, même si cela ne plaît pas au lecteur. Il mobilisa tous ses fans pour retrouver le jeune garçon. Hélas, il finit par apprendre que le garçon avait fait le souhait qu'on envoie la lettre après sa mort. C'est malheureux, mais cela n'allait pas empêcher Kubo d'accomplir la dernière volonté de son défunt fan. Il allait finir Bleach comme il l'avait prévu. C'est ainsi que Bleach se conclut après 686 chapitres, soit 74 tomes. Après la fin de l'œuvre de sa vie, Kubo peut enfin poser sa plume et penser à sa santé. Ceci marque la fin de l'histoire de Taito Kubo. Ou pas. L'histoire de Taito Kubo ne s'est pas finie avec Bleach. Le manga, c'est sa passion. Alors en 2020, il reprend l'écriture d'un one-shot qu'il avait écrit en 2018, Burn the Witch. Et ça s'est plutôt bien vendu, avec plus de 200 000 volumes vendus en 2 jours. L'histoire se déroule dans un monde fictif où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Wingbind, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons Noël et Nini, deux sorcières que tout oppose. Le cadre de l'histoire est vraiment rafraîchissant et apporte une nouvelle dimension à l'univers de Bleach. C'est pas du tout répétitif. Kubo exploite et diversifie l'univers si vaste qu'il a créé. En 2020 de la même année, un animé adaptant le dernier arc est annoncé. Les fans qui avaient perdu espoir sont tous hypés et 2 ans plus tard, l'animé Guerre sanglante millénaire apporte un regain d'intérêt vis-à-vis de Bleach. Entre-temps, le temps a fait son œuvre et les éléments qu'on lui reprochait autrefois ont été démentis. L'animé a redonné ses lettres de noblesse au manga avec certains rajouts et un rythme plus posé. L'apothéose étant le one-shot Enfer, qui est la suite directe de Bleach et qui est une porte d'entrée vers un potentiel sequel. Kubo a maintenant une meilleure santé et il est loin d'avoir dit son dernier mot. L'épopée de Taito Kubo, c'est le parcours rocambolesque d'un fan de Saint Seiya qui a grandi avec une passion dévorante pour les mangas. Aujourd'hui reconnu mondialement, c'est un mangaka admiré par des millions de fans, critiqué par d'autres. Mais quoi qu'on en dise, il aura marqué le monde du manga. Bref, c'était l'histoire de Taito Kubo. 見上げた夜空